C'est vraiment grâce à un effort collectif que nous pouvons voir la renaissance du musée Sursaut. Et je suis ravie de voir autant de monde ce soir pour ce panel exceptionnel que nous avons la chance. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez mieux maintenant. Alors voilà, je voulais vous remercier d'être là ce soir et surtout remercier nos deux invités exceptionnels avec ces des figures emblématiques du monde de la culture, d'avoir accepté de participer à ce panel et d'avoir été hier parmi nous pour cette ouverture exceptionnelle de Diva. C'est vraiment un moment joyeux que nous avons pu partager hier. Plus de 1000 personnes sont venues célébrer avec nous cette ouverture et je conseille tous ceux qui n'ont pas pu encore visiter l'exposition de la voir. Elle dure jusqu'au 11 janvier. C'est une exposition exceptionnelle qui célèbre les femmes arabes, les musiciennes, cinéastes et toutes les femmes qui ont contribué à l'âge d'or du cinéma et de la musique arabe. Donc ce soir, j'aimerais vous présenter nos panélistes. D'abord, Monsieur le ministre Hassan Salamé, merci d'être là. Vous êtes professeur émérite des relations internationales, vous étiez professeur, ministre de la Culture, c'est votre deuxième mandat. Votre premier était entre 2000 et 2003. Vous avez ensuite servi comme conseiller politique à la mission de l'ONU en Irak pour Kofi Annan entre 2003 et 2007. En 2016 et 2017, vous étiez membre de la commission Rakhine au Myanmar. Entre 2017 et 2020, représentant spécial de l'ONU en Libye et chef de la mission des Nations Unies. Vous êtes auteur d'une dizaine d'ouvrages et président ou membre du conseil d'administration de plusieurs organisations non gouvernementales. Et au Liban, vous avez aussi présidé le Fonds arabe pour la culture, AFAG, qui joue un rôle essentiel pour soutenir la création. Et on parlera aussi de votre rôle au sein de AFAG. Merci d'être là. Alors, depuis votre arrivée en janvier 2025, vous avez repris un ministère dans les plus difficiles conditions en sortie de guerre et vous avez voulu absolument tout de suite reprendre les grandes lignes à travers la politique de la protection des sites historiques. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, c'est la Bibliothèque nationale, que vous ravivez et pour laquelle vous avez lancé une campagne de numérisation et vous mobilisez pas mal d'aides et de fonds privés pour la restauration de notre patrimoine. Il n'y a pas longtemps, vous avez annoncé le Grand Théâtre de Beyrouth et également, vous avez engagé une réflexion actuellement sur les politiques culturelles à travers une vaste concertation des acteurs et des tables rondes. Donc, merci beaucoup d'être là. Et bravo pour ce très beau parcours. Mais Janus a deux faces, comme vous savez. L'autre face de Janus, c'est qu'il doit s'occuper de la créativité culturelle. Et là, c'est un travail aussi épuisant, parfois un peu plus amusant, parce qu'on n'a pas affaire à des juges et à des gendarmes, mais on a affaire aux créateurs eux-mêmes, qui peuvent avoir des défauts, mais pas ceux des voleurs et des destructeurs. Là, il se trouve que nous sommes dans une autre genre de crise, qui est la crise financière. C'est pourquoi si vous me dites combien l'État vous a donné pour le budget 2025 pour aider le théâtre, ma réponse est toute simple. Et pour le cinéma, alors le budget 2026 va aller mieux? Eh bien la réponse est ça pour le théâtre et ça pour le cinéma. Ce qui fait que le ministre de la Culture, à part d'être le propriétaire terrien menacé que je décris tout à l'heure, il est aussi le premier mendiant de la République. Je suis en train de mentir. Je passe mon temps à mentir, c'est-à-dire à ce que les Libanais aisés du pays, les Libanais aisés de la diaspora, les gouvernements étrangers nous aident à relancer la création littéraire.
Je dois avouer que ici, le travail n'est pas aussi épuisant pour une raison bien simple, mais politiquement extrêmement importante. Nous avons la chance dans ce pays, la chance, la très grande chance, que la culture n'a jamais été nationalisée. Ce n'est pas un décret qui a nommé Fayrouz la plus grande chanteuse du Liban. Ce n'est pas une loi qui a décidé que nous ayons des Wali Assaf et des Sabah et des Georges Nasser et des Nadine Labaki, etc. C'est la société qui a produit la culture. Et c'est pourquoi, quand l'État a connu l'effondrement que vous connaissez en 2019, la culture ne s'est pas effondrée avec lui. Elle est restée vivante. Donc, quel est le rôle du ministre? Le rôle du ministre est d'essayer de l'aider à se relever. Mais elle existe en dehors de l'État. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Je n'ai aucune envie de nationaliser quoi que ce soit. Donc, mais d'aider, là aussi, d'aider à la créativité, d'aider à la promotion, d'aider à l'ouverture de marchés extérieurs. Pourquoi je dis cela? Parce que la grande donnée que nous avons introduite avec l'aide de la France, du Mexique et du Canada dans la convention de l'UNESCO de 2005 sur la diversité culturelle, c'est que le produit culturel a deux natures et pas une. La première nature, c'est que c'est une œuvre commerciale. L'auteur veut vendre son livre, le peintre veut vendre ses peintures, le réalisateur veut que les gens aillent voir ses films. Et là, l'État peut jouer un très grand rôle à l'aider à faire tout cela. Mais l'œuvre d'art a une deuxième nature, non moins importante. Elle est la représentation de l'esprit collectif d'une nation. Et en cela, il faut aussi la protéger, parfois aussi la subventionner, notamment pour le théâtre, qui est le plus fragile des arts en matière de l'entrée. Et c'est pourquoi ce ministère, pendant les 6 premiers mois, a fait beaucoup de mendicité. J'ai le plaisir de vous dire que les 6 prochains mois seront des mois de dépenses de ce que nous avons cueilli pendant les 6 premiers mois. Donc, protecteur du patrimoine, mendiant pour la créativité. Et tout cela en associant les créateurs eux-mêmes. C'est pourquoi je suis heureux de voir que des centaines d'artistes, d'auteurs, de cinéastes sont en train de passer les uns après les autres au ministère dans ce que j'ai appelé les états généraux de la culture au Liban. Parce que j'entends en janvier prochain lancer une grande stratégie pour les années qui viennent sur la créativité culturelle et je ne pense pas devoir le faire en m'installant dans mon boulot et en fermant la porte et en l'écrivant tout seul, mais par une consultation par le bas de l'ensemble des créateurs avant de lancer cette stratégie. Je suis heureux que ces états généraux ont très bien commencé et je suis persuadé que je vais y piocher de très grandes idées pour la stratégie que j'annoncerai en janvier. Je vous remercie. Juste une remarque technique pour ceux qui sont debout. Sachez qu'il y a un autre étage, vous pourrez vous installer en haut, comme ça vous pouvez profiter. Alors merci beaucoup pour votre réponse. Et effectivement, on sait à quel point c'est un défi aujourd'hui pour le ministère de la Culture et qui n'a jamais eu vraiment les budgets nécessaires dans notre pays. Et justement, la deuxième question, j'aimerais la poser à M. Lang, qui justement également dans un contexte complètement différent en France, quelque part, parce que le ministère de la Culture, et vous allez nous partager un peu avec nous votre expérience en 81 en arrivant. Y avait-il une volonté politique à ce moment-là, justement, de mettre la culture au centre de la vie en France, qui a fait que le budget a pu passer, doubler en 81. Et est-ce que c'est une vision qui a été également partagée? Est-ce que c'est une époque qui a fait que c'était possible et que vous pensez qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même époque? Est-ce que je dois prendre le micro comme ça? On vous entendait bien, je crois. Ah, ouais. Vous m'entendez?
quel confort. Bon, un mot d'abord, si vous me permettez, pour vous dire mon émotion, ma joie d'être ici, à côté, en particulier de Hassan Salami, qui est un immense personnage des relations internationales, du droit, de la paix, un immense personnage de la culture, de l'écriture, de l'engagement. Et au risque de me répéter, je dirais que si vous avez des doutes sur le Liban, sa présence ici, il a accepté avec passion, détermination, cette responsabilité très difficile, il l'a merveilleusement exposée à l'instant. C'est la preuve que le Liban est sur les rails pour se reconstruire. L'autre très grand personnage, nous l'avons vu hier, qui à lui seul et avec Ghassan Salamé donne cette confiance dans le Liban en marche, c'est le Premier ministre. Je ne parle pas de politique intérieure libanaise, je ne la connais pas bien, mais cet homme que je connais un peu pour l'avoir croisé dans ma propre vie de professeur de droit international et aux Nations Unies et ailleurs, occupait la plus haute fonction du système des Nations Unies, président de la Cour internationale de justice. Quand je préparais l'agrégation de droit, c'était pour nous l'instance suprême. Et je me rappelle d'ailleurs écrit des livres sur la jurisprudence de la Cour, etc. Bien que cet homme ait pris cette décision très courageuse de quitter cette fonction de manière irréversible pour assumer les fonctions de Premier ministre est un signe indiscutable de l'engagement des dirigeants de vous-même et du Premier ministre en faveur d'une renaissance, ou la reconstruction plutôt, du Liban. J'ajouterais que les circonstances sont heureuses parfois, après ce que vous avez subi, les bombardements, l'explosion et le reste, et encore parfois, qu'ensemble nous devons imaginer cette exposition sur les divans au pays de Férouz. Il y a comme une coïncidence. Ces voix magiques de femmes qui se sont battues pour l'émancipation, ces voix magiques nous accompagnent et accompagnent le Liban dans ce moment essentiel de notre histoire. Autre point, pardon, ensuite, mais on ne peut pas ne pas être impressionné par ce que j'entends et je vois ici. Là où nous sommes, ce musée qui a été blessé, atteint, touché, meurtri, vous l'avez minutieusement, sérieusement, patiemment renouvelé, reconstruit. Il est là ouvert, comme s'il était tout neuf, même s'il est chargé d'histoire. Et ce matin, nous étions accompagnés par les hautes autorités de l'Antiquité du Liban, dans une visite du musée national, là encore, chapeau, bravo. Et en particulier bravo à ceux qui se trouvaient dans ce musée au moment de la guerre civile et qui ont pris l'initiative de protéger avec du béton en serrant les colosses, sans compter le reste. Donc, vous êtes capable de toutes les résurrections, vous êtes capable de toutes les renaissances. Vous êtes en mesure de vous donner un exemple au monde. Quand parfois, dans mon propre pays, je ne vais pas médire sur mon pays que j'aime aussi, mais on pleurniche, on proteste, on a raison de protester aussi, mais quand même, ici, votre énergie, votre engagement, ici et dans la diaspora,
pour que ce Liban, si vivant, ce Liban éternel, puisse pleinement revivre. Franchement, c'est grâce à vous, je vis un moment unique, un moment heureux, un moment de bonheur. Et je vous en remercie beaucoup. Alors, j'ose à peine répondre à votre question. Haram Salamé a expliqué la tâche immense qui est la sienne. Seul un homme de cette envergure peut la conduire à bien. Je suis comme lui un protecteur compulsif de nos héritages, un protecteur compulsif, fanatique même, du patrimoine. Et disons que, comme lui, dès mes premiers pas de ministre, j'ai sauvé des monuments qu'on s'apprêtait à raser. Le palais de la Méditerranée à Nice, ou la Halle Grande Loi et tant d'autres. Je crois avoir protégé, en vertu des lois françaises, pas loin de 4000 sites ou monuments. Ce qui fait que, pour le ministère de la Culture, c'est une lourde charge. Ça représente, je crois, 30% total des monuments historiques protégés. Et ce que fait Hassan Salamé avec courage et détermination est vital, il faut le soutenir. Parce que ce sont des biens, en effet, du Liban, mais ce sont des biens de l'humanité. Et nous sommes très heureux, là aussi, heureuse coïncidence, d'accueillir à Paris l'exposition Biblos. Je remercie tous ceux qui facilitent les choses. Ce sera un moment puissant, un moment fort, un moment rayonnant, qui montrera le Liban dans toute sa splendeur historique et contemporaine. Alors j'ai scruté à vous parler de mes débuts qui sont loin. Oui, mais c'était une autre époque, comme on dit. Bon, la France ne sortait pas d'une guerre. La France n'était pas endeuillée par des conflits politiques, oui, mais pas militaires. La France était un pays riche, quoi qu'on dise. Mais il n'y avait pas cette conscience que la culture était un levier, un ressort, comme au Liban, comme ailleurs, d'un développement, d'une renaissance, d'une vitalité. Alors, bien avant l'élection de François Mitterrand, nous avions travaillé et réfléchi, notre conviction était faite. La priorité absolue, pas une priorité comme ça au coin de la rue, la priorité absolue serait accordée à la culture, à l'éducation, à la recherche scientifique. Et bon, le hasard de la vie et puis les amitiés ont fait que j'ai constitué avec François Mitterrand une sorte de tandem ou de duo. Mais nous étions déterminés à accomplir nos rêves. Et en effet, je ne veux pas développer les choses, ce n'est pas le sujet principal, mais en effet, nous avons décidé, ce qui ne s'est jamais produit nulle part, de multiplier le budget de la culture par deux. Le passé de 0, il y a 40 à 0,75. J'ai quelques scrupules à parler de cela ici aujourd'hui au Liban, où vous devez mener bataille pour réunir centime après centime, et vous y arriverez, pour faire que la culture libanaise rayonne de tout son éclat. Et c'est vrai ce que disait Hassan Salamé, malgré les guerres ici, malgré les explosions, le Liban, vous savez, rayonne de mille et un éclats. Les chanteurs, les poètes, les cinéastes, chaque fois que je me dis, par quel miracle ils ont réussi à créer, à inventer. Et à l'Institut du monde arabe, pour ne parler que de nous, le Liban des arts et de la culture est présent chaque semaine. Il n'y a pas une semaine sans qu'un artiste ou un créateur libanais apporte son talent et son génie. Bon, voilà, je ne veux pas dire que vous êtes parfait, hein. Je connais aussi pas mal de liblés pour savoir que vous avez un sacré caractère. Tant mieux. Mais, on vous aime. Merci beaucoup.
Il faut allumer le micro, s'il vous plaît. Allô. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, monsieur Lange-Olivan. Moi, j'ai une question. Quelle est la place aujourd'hui de la culture francophone au Liban? C'est-à-dire, est-ce que dans la politique culturelle de monsieur Salamé et dans ce que l'Institut du monde arabe souhaite voir au Liban, est-ce que vous êtes toujours dans le parti pris de la préservation de la culture francophone? Parce qu'hier, par exemple, il y avait un colloque à l'ULJ qui parlait est-ce que la francophonie reste au Liban? Toutes les rues aujourd'hui sont écrites dans une façon anglophone ou arabe. Il n'y a plus de français, par exemple. Même, il y avait une critique adressée au musée Source qui disait qu'il n'y a plus de français, même si les Polonais ont compris les tendances anglaises. Quel est votre avis, M. Saleh? Et M. Land, si vous avez... C'est sur la francophonie. La francophonie au Liban. Bon, c'est une vraie question, la question des langues. C'est une vraie question, la question des langues. Et j'ai bien peur qu'on l'effleure sans l'approfondir ici. Il y a eu un moment où, à Bruxelles, Chirac, entendant le patron des patrons français venir faire un exposé en anglais, a claqué la porte et est rentré à Paris. C'est vous dire que c'est une question aussi qui peut devenir hautement politique. Au Liban, il me semble que le français a régressé dans certains domaines, s'est bien maintenu dans d'autres. L'ambassade de France connaît mon avis. Elle ne sera pas surprise elle est représentée sur ma gauche, elle ne sera pas surprise de m'entendre dire que le cœur du sujet en matière d'enseignement, c'est le secondaire. J'ai toujours rencontré des universitaires anglophones qui ont maintenu le français comme une langue vernaculaire, comme une langue même familiale, s'ils étaient éduqués au niveau du secondaire en français. Mais je n'ai jamais vu d'étudiants ou de personnes adultes éduqués dans le secondaire en anglais parler français à leur âge. C'est pourquoi il me semble que le cœur du sujet, c'est le secondaire. Et pour le moment, la France peut et peut faire davantage en matière de formation des maîtres au niveau du secondaire. Parce qu'il est de l'intérêt national du pays d'être trilingue. Nous sommes dans une situation où la préservation de notre culture, de notre histoire, de nos traditions nous amène d'abord à respecter notre langue nationale dans la Constitution, qui est l'arabe. Et en second lieu, de respecter une langue qui a beaucoup apporté à l'enseignement, à la culture au Liban, qui est le français. Mais nous avons aussi l'obligation de nous insérer dans le mouvement de la mondialisation qui exige une maîtrise de l'anglais. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de mur de Berlin entre ces trois langues. Et les Libanais, dans leur ensemble, ont prouvé qu'ils étaient facilement enclins à devenir trilingues. Nous devons donc, à mes yeux, développer notre maîtrise de ces trois langues avec le même effort, la même détermination, sans qu'une langue n'empiète fortement sur l'autre. Et je vois que des universités libanaises, plusieurs universités s'y essayent avec plus ou moins de gaucherie et plus ou moins de réussite. Mais je pense que nous allons vers ce chemin. Il y a à cela quelque chose d'autre qu'il faut garder à l'esprit, qui est le fait qu'une grande partie de notre diaspora sur laquelle nous comptons beaucoup pour la renaissance économique est francophone, notamment en Afrique, et une autre grande partie, notamment aux États-Unis, au Canada et surtout en Australie, est anglophone. Et si véritablement notre objectif, et il est là cet objectif,
et d'impliquer cette diaspora dans la renaissance économique dont nous avons un besoin urgent, il faudra qu'on puisse leur parler dans la langue qu'ils parlent désormais, qui est le français en Afrique occidentale et l'anglais en Australie. Bonsoir, merci pour cette conférence. J'ai une question en fait qui est en rapport avec la question de la liberté d'expression. Bon, on n'arrête jamais de témoigner des oppressions, si je peux les appeler ainsi, de la liberté d'expression, soit par l'État ou par des partis politiques qui détournent l'affaire tout de suite à une affaire religieuse, confessionnelle, etc. Ma première question, c'est quelle est la position de notre ministère de la Culture envers ça, surtout les convocations des humoristes, la censure sur les films, et surtout sur d'autres instances qui sont en rapport avec la pression politique et sociale. Et je donne un exemple tout récent, c'est l'annulation de la pièce de Wajdi Mouawad l'année passée, la convocation des humoristes par l'État pour les, je ne sais pas comment on appelle ça, chez les unités d'information, etc. Quelle est la position et qu'est-ce qu'il faut faire pour en fait soutenir ces gens-là qui essayent de s'exprimer librement? Une question. Une deuxième question, monsieur le ministre, c'est comment est-ce que vous voyez la continuation, la durabilité de votre plan culturel, de votre stratégie, si jamais vous n'occuperez plus cette fonction avec les générations, soit le peuple et les politiciens? Merci. Excusez-moi, je vais prendre une question à vous. Vous avez des questions à mon ami? Non, c'est parfait. Continuez à l'interroger. J'apprends beaucoup. Écoutez-moi, c'est une question bien triste. Et je vais vous dire pourquoi. Dans les pays, dans la liberté d'expression, telle qu'elle est née après les Lumières et la Révolution française, et le courant constitutionnaliste du 19e et du 20e siècle, visait en réalité un État oppresseur et une société opprimée. La plupart, quand je dis la plupart, 90% au moins des initiatives de censure au Liban ne viennent pas de l'État mais de la société. C'est une tristesse extraordinaire. Quand je dis de la société, ça peut être d'un parti politique, ça peut être d'une autorité religieuse, ça peut être d'un groupement de gens. Il est vrai que l'État devrait être plus solide, plus fort face à ces exigences de la société de censurer. Mais la demande de censurer est hélas une demande sociale et non pas une demande de fait. Gardons cela à l'esprit avant de jeter la pierre à l'État, même si je n'y suis pas, je le dis de l'État en général. L'État est souvent amené sous la pression d'autorités religieuses en particulier, dans la plupart des cas, et parfois de partis politiques, à interdire les choses qu'il aurait, s'il n'y avait pas eu cette initiative populiste qui vient du bas, qu'il aurait laissé passer. La deuxième question. Il y a des gens qui me demandent de faire passer la censure de la Sûreté générale au ministère de la Culture. J'hésite. Pourquoi j'hésite? Parce que j'ai regardé un peu les années passées et j'ai vu que plusieurs cas de censure avaient été autorisés par la Sûreté générale et certains de mes prédécesseurs, c'est eux qui ont censuré les choses que la Sûreté générale avait acceptées. Donc je suis face à un dilemme. Je veux bien que la censure passe au ministère de la Culture, supposé être plus libéral que la Sûreté générale. Mais l'histoire récente, et je peux vous le démontrer, a montré que certains de mes prédécesseurs étaient bien plus autoritaires, oppresseurs que la Sûreté générale elle-même. Je suis là face à un dilemme auquel je réfléchis. Il n'y a pas de solution facile.
suite, merci d'être présent. Permettez-moi, monsieur Lang, d'adresser ma question à monsieur le ministre. C'est bien normal. Bien normal. Quand le ministre du pays est là, profitez-en. C'est la deuxième jour qu'on a l'occasion de rencontrer notre ministre de la Culture, donc on est très reconnaissant. C'est une question que vous avez mentionnée, la convention de 2005, au tout début de votre présentation. Et je voulais savoir pourquoi, je vous ai dit tout alors que ce n'était pas du tout à votre époque, et pourquoi pensez-vous que vos prédécesseurs étaient plutôt réticents à signer cette convention, sachant que le Liban est un des seuls deux pays arabes à ne pas signer cette convention, et comment expliquer que le ministère ait refusé de signer cette convention qui aurait pu, en fait, accéder à des fonds pour des artistes, des films européens, pour rien, etc. Bon, merci. Comme on est entre nous et que ça ne va pas se cette convention. Celui qui vous parle, on a écrit la plus grande partie lui-même. Et c'est dans un accord avec la France, le Mexique à l'époque, et Sheila Copps, vous vous rappelez d'elle au Canada, que s'est constitué ce qu'on appelle le réseau Copps pour la diversité culturelle. La francophonie qui à l'époque était à son apogée a soutenu ce texte. Et on lui doit beaucoup d'avoir fait passer cela dans la l'UNESCO. Qu'est-ce qui s'est passé au Liban? La loi, la convention est allée au Parlement. Et il s'est trouvé que le moment où elle a été présentée à l'Assemblée générale du Parlement pour donner l'autorisation de la ratifier était un moment où le gouvernement était considéré comme insuffisamment légitime par une partie de la population. Mon ami Tarek en faisait partie. Et il y a eu plusieurs lois comme cela qui sont tombées dans le panier sans qu'on fasse attention, parce que on a considéré qu'ils avaient été adoptés par des gouvernements qui n'étaient pas à 100% légitimes. Et quelle ne fut ma surprise lorsque, arrivé au ministère il y a quelques mois, je découvre qu'une convention dont je tirais une fierté pour mon pays d'avoir été l'un des auteurs de cette convention entre les années 2002 et 2004, n'avait même pas ratifié cette convention. Mais j'avais maintenant un argument en or, ce qui appelle personne l'Union européenne. Maintenant, l'Union européenne n'aide pas les projets culturels à moins que le pays n'ait signé et ratifié la convention sur la diversité culturelle. C'est un argument qui a facilement convaincu les parlementaires d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'elle est passée la semaine dernière. Elle est passée. Alors, merci beaucoup. On va continuer ensuite la conversation de manière informelle. Merci beaucoup tous d'avoir été présents. On va continuer la conversation. Je peux juste dire... Je partage totalement ce que vient de dire Hassan Salamé brillamment. C'est en effet ce phénomène mondial qui se répand à travers la planète. C'est une atteinte à la conscience, une atteinte à la liberté intérieure même. C'est une atteinte à la démocratie. On a envie de dire Montesquieu, au secours, reviens parmi nous. Tu n'avais pensé qu'aux trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Et malheureusement, en ton temps, il n'existait pas ce pouvoir de corruption et des consciences. Ce quatrième pouvoir, disons-le, et qui n'est pas réglementé. Et moi, je dois dire, pour parler de la France, je déplore, j'ai proposé plusieurs fois par des notes, par des écrits, y compris auprès des hautes autorités françaises, que l'on mette au point une loi anti-trust, anti-concentration. C'est anormal que les groupes privés puissent s'emparer sans aucune contrepartie, sans aucun contre-pouvoir d'un journal,
d'une télévision, d'une radio. Et c'est une question qui est au-delà de la culture. Bien sûr, ça concerne la culture. C'est nos démocraties qui sont aujourd'hui en grave péril. Et ça s'exprime à travers des votes dans les pays européens eux-mêmes, la progression de l'extrême droite. Il y a en Hongrie, ou même partiellement en Pologne ou ailleurs, et si nous ne réussissons pas, ou certains pays ne réussissent pas à organiser une contre-offensive, il faudrait y réfléchir beaucoup. Une contre-offensive pour que, face à cette domination de ces nouveaux médias, il puisse y avoir un véritable contre-pouvoir, des lois sérieuses et solides. Pour la France, ce serait très facile à faire. Et d'ailleurs, vous avez dit une chose très juste, Madame Salamé. Telle chaîne de télévision, je ne désigne pas, elle est, pour un constitutionnaliste, une contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme, qui affirme la liberté d'expression comme l'un des principes cardinaux des droits. Le Conseil constitutionnel français avait une délibération au moment de la privatisation de TF1 affirmé que le pluralisme est un objectif constitutionnel. Dans votre enfance, adolescence, on le pensait. Moi, je le pense aussi, aujourd'hui. Mais qu'on applique, pour la France, la Constitution, qu'on applique la Déclaration des droits de l'homme. Bien, c'est un vaste sujet qui mériterait non seulement un long débat, mais des mesures pratiques. Parce qu'on ne peut pas rester simplement à protester comme nous le faisons, à nous insurger comme nous le faisons. C'est gravissime. Parce que ces gens-là, et on revient à la culture, ces gens-là qui veulent s'emparer de nos consciences, ils sont contre la culture, ils sont contre le savoir, ils sont contre l'éducation, ils sont contre l'élévation des esprits, ils sont contre la liberté de penser. Et M. Trump est un ennemi de la culture, un ennemi de la création, un ennemi du savoir, un ennemi de la recherche. Bon, nous finissons maintenant, je crois, mais la question qui vient d'être soulevée par le ministre de la Culture du Liban est capitale, elle est déterminante, elle est fondamentale, elle est essentielle, consubstantielle à notre futur commun, la liberté de penser. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très beau débat. Vraiment, c'est un plaisir de pouvoir écouter votre expérience, vos pensées sur la culture. Et j'aimerais pouvoir maintenant ouvrir un peu la question au public. Donc, Rami est là. Voilà, et à fond ce que vient de dire Hassan Salamé. Il y a l'argent, oui, mais il y a d'abord une dynamique, un enthousiasme, une capacité à faire surgir partout à travers le pays les talents, les idées, les innovations. Et c'est ce qui, le discours que j'entends dans la bouche de Hassan Salamé me rend encore plus optimiste pour votre pays. Si j'essaie d'établir des comparaisons, ce qui manque parfois dans certains pays, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la conviction, la croyance, la volonté, la détermination, que la société est riche de 1001 trésors. Et ce qu'il vient d'expliquer sur les universités, sur les instituts, sur ce travail que vous préparez pour le mois de novembre, je pense que dans toutes les couches de la société, aussi au sein du Liban, cela va créer une dynamique supplémentaire. Elle existe déjà. Et ça, c'est vital. Et je n'ose pas dire que l'argent viendra par surcroît, mais c'est vital. Et c'est pourquoi c'est extrêmement important que vous soyez à la tête de ce ministère de la Culture, qui est plus, dans votre cas, que beaucoup plus qu'un ministère de la Culture. C'est un ministère de l'élan, c'est un ministère de l'espoir, c'est un ministère de l'enthousiasme. Et on a besoin de cela aussi pour avancer économiquement. Bon, l'Institut du monde arabe, je ne l'ai pas créé. Ça a été inventé à une autre époque. C'était un accord entre
le roi Khaled d'Arabie et le président Giscard d'Estaing, c'était après la première crise pétrolière, ils voulaient éviter que le tourne mal, ils ont créé un pont d'amitié et de culture entre le monde arabe et les autres, les civilisations. Puis le temps a passé, et comme moi-même je suis un passionné du monde arabe, pour beaucoup de raisons, je n'ai pas le temps d'expliquer ici, quand François Mitterrand m'a nommé ministre de la Culture et m'a demandé de réfléchir à 1001 projets, je lui ai dit, d'abord, donnez une maison à l'Institut du monde arabe. Allez-y, allons-y. J'avais la chance d'avoir un président qui ne me résistait guère, parfois. Et très rapidement, en quelques mois, ce que vous connaissez aujourd'hui, l'architecte a été choisi, c'était un inconnu. Aujourd'hui, il est beaucoup plus connu, c'est une star mondiale. Voilà. Bon, ensuite, son usage. Bon, je préfère parler de ce que nous entreprenons maintenant. Disons que c'est un lieu de confluence, de mélange, de liberté, de tolérance. Par exemple, ça paraît évident, j'ai souhaité que les trois grandes religions monothéistes, qui successivement ou concomitamment ont habité le monde ou les territoires qu'on appelle arabes, puissent bénéficier chacune d'une grande exposition. Certes, la religion musulmane à travers une grande exposition sur le pèlerinage de la Mecque, l'autre sur les trésors de l'islam en Afrique, mais aussi les chrétiens d'Orient, d'ailleurs ils ont été très soutenus par le Liban à ce moment-là, et ce qui n'allait pas de soi, alors que l'histoire est là, une grande exposition comparable sur l'histoire plurimillénaire des Juifs d'Orient. Et ainsi de suite. Que ce lieu soit un lieu où la parole soit libre, où on puisse faire entendre les 1001 créations et inventions et opinions. Le thème de notre rencontre, c'est la culture face aux défis, face aux violences, face au chaos du monde. Eh bien, je ne sais pas si parmi nous, cet après-midi, Dimitri Krier, qui fait partie des journalistes qui sont venus assister à l'ouverture de Diva. Il faudrait ajuster votre micro. Ah bon, pardon, excusez-moi alors. C'est un peu M. Salamé. Est-ce que ça marche mieux? Oui. Par exemple, Dimitri Krier a imaginé, avec un éditeur, Marlon, de faire une correspondance entre une jeune Palestinienne et une jeune Israélienne. Ce n'était pas évident. Il a réussi merveilleusement par son doigté, et aussi par le courage, la finesse de ces deux jeunes femmes. Ce fut un moment fort où, tout à coup, cette haine qui aujourd'hui oppose les deux peuples, pour une soirée au moins, baissait la garde. Et voilà dans quel sens, si vous voulez, nous essayons de faire avancer l'Institut du monde arabe. Que ce soit un lieu d'ouverture, un lieu de rencontre, un lieu d'échange permanent. Merci. Alors justement, une dernière question à vous deux, et ensuite j'aimerais ouvrir le dialogue avec le public. Aujourd'hui, plus que peut-être avant, le vrai défi de la culture, c'est de garder la liberté d'expression. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que on va dire ça c'est une question plus à l'échelle mondiale, vous sentez après, avec votre expérience, qu'on est un peu plus aujourd'hui face à cette menace, la menace de la liberté d'expression? Non, la liberté d'expression est en danger dans le monde. Elle est très fortement en danger. Non, la liberté d'expression est en danger. Elle est sérieusement en danger. Elle est sérieusement en danger pour deux facteurs qui sont aujourd'hui dominants. Le premier, c'est la mainmise du populisme sur la politique. Et qu'est-ce que le populisme? Sinon, la négation
des structures intermédiaires de pensée, mais également de la liberté de se contredire, de contredire l'autre, tout en respectant le point de vue de l'autre ou son droit à l'expression. Il y a un phénomène qui est né aux États-Unis, qui est le phénomène de Fox News, qui est un phénomène qui s'est maintenant universalisé et qui est basé sur une idée d'une simplicité extrême qui contredit tout ce que j'avais appris jusqu'à avoir 50 ans ou 60 ans. C'est l'idée qu'une télévision peut faire de l'argent en étant partisane. Quand j'étais jeune, on nous apprenait que la télévision doit s'adresser à tout le monde pour avoir le plus grand public. Donc elle doit être plutôt neutre, plutôt impartiale, parce que, en vue de collecter toutes les publicités nécessaires, il faut qu'elle ne soit pas partisane pour toucher le plus grand champ. Fox News, et depuis CNews en France, et la plupart de nos télévisions au Liban, ont démontré qu'on peut faire de l'argent en étant partisan. C'est-à-dire en ne respectant pas les différents points de vue. Mon ami Parametri présent ici et moi-même pouvons témoigner des dizaines de fois où les télévisions parlent de nous sans même nous donner le droit d'exposer notre point de vue ou de répondre à ce qu'ils avancent. C'est devenu absolument usuel. Ce populisme-là et cette économie politique de l'esprit partisan qui n'existait pas auparavant sont une menace à la liberté d'expression. Une vraie menace à la liberté d'expression. Et on le voit avec ce que souffrent aujourd'hui, ce dont souffrent aujourd'hui, notamment les grandes universités américaines, des universités où j'ai enseigné dans le passé avec plaisir et où aujourd'hui j'hésite beaucoup à mettre les pieds. Des universités comme Harvard ou Columbia ou d'autres, qui sont pénalisées avec des milliards de dollars par une administration qui leur reproche quoi? Leur liberté d'expression. Donc, d'un droit constitutionnel, la liberté d'expression devient un crime, un délit. Et cette évolution est particulièrement inquiétante. L'autre raison, je vais la prendre de notre pays, pour ne pas être traité d'anti-américanisme, de la Russie. Ce que Poutine a réussi à faire est assez extraordinaire. C'est de retourner la révolution de l'information contre sa propre population. C'est-à-dire d'utiliser les plus grandes inventions de la révolution de l'information sur votre téléphone portable, sur votre réseau d'Internet, et à travers l'intelligence artificielle, pour vous désinformer massivement. Massivement. Il y a un livre écrit par un ami à moi, dissident russe, qui enseignait avec moi à Sciences Po, qui expose ça avec une limpidité absolument effroyable. C'est-à-dire, au lieu d'interdire comme faisait dans le passé le censeur, il vous coupe des pages, ou il vous coupe des morceaux de films, ou etc., qui sont des atteintes à la liberté d'expression. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on vous noie dans un océan de désinformation et de fausses informations. Le populisme d'un côté, l'abus dans l'usage de la révolution de l'information et notamment de l'intelligence artificielle sont deux menaces réelles à la liberté d'expression. Si vous me dites, est-ce que vous êtes inquiet? Ma réponse est clairement, oui, je suis inquiet. Monsieur Lang, justement, vous parlez de la force de la culture. Est-ce que justement la culture ne peut pas être une réponse à ce manque justement de liberté d'expression? Peut-être même, on n'a pas même presque de pensée aujourd'hui. Est-ce que la culture est aussi une réponse à cela? Je n'ai pas du tout peur de cela, contrairement à ce que j'entends à droite et à gauche. Je n'ai pas du tout peur de cela, contrairement à ce que j'entends à droite et à gauche.
Je vais vous dire pourquoi. D'abord, ce sont des pays qui viennent de loin, qui ont besoin de s'affirmer. Et il est, comment dirais-je, ordinaire qu'après avoir eu un drapeau national, un hymne national, on ait un musée national. Cela fait partie, j'allais dire, de la routine de la naissance de nouveaux États. Donc, qu'il se dote de musées est quelque chose qui est dans l'ordre des choses. Il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel à cela. Cela dit, je vais vous raconter une anecdote. Au moment de l'ouverture de l'opéra de Dubaï, j'étais invité, et le directeur de l'opéra m'a dit, vous n'avez pas ça? Oui, bon, un opéra comme ça. J'ai dit oui, mais vous savez pas, Fayrouz à Dubaï. Je veux dire par là que certes, je vais trimer pour ouvrir le théâtre national. 620 sièges, une destruction quasi complète, une opération juridique extrêmement compliquée. Je vous l'explique en 2 mots. Il faudra que la municipalité de Beyrouth, qui est propriétaire d'actions dans Solidaire, achète à Solidaire l'immeuble du Grand Théâtre. Ensuite, le donne au ministère de la Culture pour 25 ans pour le meubler et le restaurer. Il faudra compter dans les 10 à 15 millions au moins. Il faut que je les trouve. J'en ai trouvé jusqu'ici 1 million. Mais je vais trouver les autres. Je vais trouver les autres. C'est-à-dire, nous avons de la difficulté à avoir de l'argent, alors que d'autres pays de l'argent de la région ont de l'argent à s'assiéter. Nous avons de la difficulté. Nous avons quelque chose d'autre, qui est à la fois une promesse et une menace. C'est que nous avons une bonne douzaine d'universités qui produisent et affinent des talents dans les industries créatives. Je ne vais pas citer toutes ces universités, vous les connaissez. Vous avez des instituts d'architecture, des instituts d'art moderne, de beaux-arts, de fashion, la créativité est enseignée et des talents sont produits chaque année par centaines dans ce pays. Ce qui fait que le secteur de l'industrie créative au Liban emploie en réalité des dizaines de milliers de personnes. Il y a des dizaines de milliers de familles qui vivent du livre, du film, de la créativité, de l'architecture, de toute offre de design, du fashion, de tout ce qui est créatif. J'ai même demandé à une société d'études de me faire le calcul de la somme de cette population qui vit. Et mon premier sentiment, c'est que je serais surpris par le nombre, l'importance du nombre. Mais il en va de même du produit national brut, de l'économie. Je crois que les industries créatives contribuent à l'économie libanaise beaucoup plus qu'on ne pense. Ce n'est pas une maîtresse qu'on entretient à la culture, c'est un agent de renaissance économique. Et on ne le dit pas assez. C'est pourquoi j'ai insisté auprès de mon collègue à l'économie, à la grande conférence sur l'investissement du 17 novembre prochain, il y aura une demi-journée consacrée aux industries créatives. Et je pense que c'est le secteur de la vie économique libanaise qui est le plus capable d'être développé à court terme. Précisément parce que nous avons une production de talents de la part de ces universités, et de l'autre parce que nous avons quelque chose qui est extraordinaire. Nous avons la liberté d'expression, qui n'est pas nécessairement le fort de beaucoup des pays que vous citiez tout à l'heure. Nous avons une liberté d'expression. Une liberté d'expression politique, une liberté d'expression intellectuelle, mais aussi une liberté d'expression artistique. C'est pourquoi nous avons le talent. Nous avons les universités pour les raffiner. Nous avons des jeunes gens et des jeunes filles qui s'y engagent avec enthousiasme.
Ça, c'est la promesse. La menace. Elle est où la menace? Je vais vous le dire. Il y a 20 ans, quand j'étais la première fois ministre de la Culture, j'allais dans les pays que vous citiez et je disais, j'ai un fabuleux chanteur que vous avez intérêt à écouter une soirée ou deux. J'ai un merveilleux peintre qu'il serait bon que vous exposiez sur vos cinémas. Il me disait, il est le bienvenu. Aujourd'hui, ils me disent, on lui donne un visa de 10 ans, ramenez-le, on vous le prend. Ça, c'est la menace. Je ne veux pas devenir un exportateur de talent, je veux être un exportateur d'art. Merci beaucoup. Et c'est notre rêve à nous tous, on y arrive tous ensemble. Et grâce au soutien de nos mécènes, qu'on garde nos talents, parce qu'on a souffert énormément de la fuite des cerveaux. Et nous, les premiers, les musées, on manque énormément d'historiens, de conservateurs, et vraiment, on se bat tous sur le terrain pour qu'ils reviennent. Et je pense que c'est une bataille qui va être gagnée, vu le nombreux talents libanais, et surtout la pensée. Nous sommes un pays qui produit une pensée, et nous pensons de la culture. Et ça, c'est quelque chose qui ne vient pas à travers des financements. Et on a pu voir, malgré toute la frustration, et moi je veux partager la frustration des acteurs culturels, des artistes, ils rêvent d'un État qui puisse financer leur production. On sait que ce n'est pas une priorité actuellement, mais on s'imagine, on rêve qu'un jour ce sera le cas, et qu'un jour aussi, pourquoi c'est important? Parce que bien sûr les mécènes privés se fatiguent, ils ont une domineuse fatigue, puisqu'ils sont sollicités par les hôpitaux, les universités, le monde de la culture. Alors voilà aussi, il faut les soutenir, il faut qu'il y ait certainement du privé et du public, et on espère que ça sera possible. Alors j'aimerais aussi poser maintenant une question à M. Lang par rapport à l'Institut du monde arabe. Vous l'avez créé en 87 justement. Quelle était d'abord, bien sûr qu'avec le monde arabe, la relation avec la France a toujours été justement des fois et toujours houleuse, surtout avec le passé. Donc vous avez eu cette idée de créer cet Institut du monde arabe. Et j'imagine les nombreux défis que vous avez eus, et jusqu'à maintenant les nombreux défis que vous avez, surtout avec le contexte actuel. Quel était le début de l'origine de l'idée de l'Institut du monde arabe? Aujourd'hui, quels sont les défis que vous continuez à avoir à la tête de cette institution? Parce que ce soit au niveau des financements ou les crises aujourd'hui politiques dans la région, comment vous les vivez et comment vous faites face à cela? Nous sommes riches d'investir dans des projets technologiques, éducatifs et culturels. Et personnellement, d'ailleurs, je les ai soutenus. C'est en France même, parfois, que le Louvre à Boulogne, les conservateurs du Louvre n'en voulaient pas. C'était Chirvaïed, le leader historique des Émirats, qui était venu trouver M. Chirac pour proposer cette idée. Et en France, réticence. Quoi? Nous allons vendre notre âme mondiale. J'ai personnellement soutenu le projet, qui aujourd'hui est un projet beau, et un projet riche, un projet en plein développement, en plein essor, et qui a des retombées, je pense, assez profondes, pas seulement à Abu Dhabi. De même, la stratégie, disons-le, de l'Arabie Saoudite. Voilà un pays qui, voici 15 ans peut-être, moi j'ai eu la chance d'y aller, ma femme m'accompagnait très gentiment. À l'époque, pas une note de musique, pas une bibliothèque, pas un cinéma, rien. Les femmes dans leur coin, les hommes dans leur autre coin. Alors on peut aimer ou ne pas aimer, un démocrate total, un système autoritaire. Mais il n'est pas douteux qu'en Arabie Saoudite, on ne fait pas l'apologie, que la stratégie qui était celle des dirigeants pour écarter les partis des religieux était de se fonder sur la jeunesse, sur la culture, sur l'éducation et sur la recherche. Et ce
ce qu'ils ont réalisé est plutôt pas mal. Aussi bien à Riyad, Jeddah et ailleurs. Je ne suis pas le propagandiste. D'ailleurs, nous ne recevons pas un centime aujourd'hui de ces pays. À l'Institut du monde arabe? Non, quasiment pas. Ils sont tournés vers eux-mêmes, vers leur propre essor, vers leur propre développement. Et ce n'est pas le sujet. Et je comprends ce qu'a dit Hassan Salamé. La générosité n'est pas toujours de ce côté-là. La philanthropie, comme il a dit, n'est pas toujours de ce côté-là. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, il faudra quand même secouer les choses. Pour dire quoi? Vous n'êtes pas solidaire? Je pense en particulier d'un pays comme le Liban, qui a accompli une telle œuvre, et qui contribue considérablement à la civilisation et à la paix. Et pour revenir à votre question, alors qui concerne la France ou d'autres pays, la culture, il faut le faire dire et redire, ils l'ont compris, c'est une source de développement, c'est une source de rayonnement. Quand, pour prendre un exemple tout autre, quand les États-Unis se sont trouvés dans une crise épouvantable, comme le reste du monde d'ailleurs, en 1929, une crise sociale effroyable, des chômeurs le long des routes, les usines fermées, Roosevelt n'a pas seulement inventé le New Deal économique, il a inventé, on le sait beaucoup moins, un New Deal culturel. Il a dégagé des ressources pour les artistes, les cinéastes, les musiciens. Il les a mobilisés pour entraîner le pays dans ce travail de reconstruction. Un homme comme Joseph Losey, par exemple, a participé activement à ce qui s'appelait les petits documentaires sur l'actualité qui animaient la vie sociale. Et les États-Unis de l'après-guerre doivent beaucoup, leur développement artistique, doivent beaucoup à ce que Roosevelt a décidé dans les années 30. Donc, un centime investi dans la culture vous est rendu au centuple, s'il n'est pas gâché, pillé ou volé, naturellement. Et il ne faut pas avoir de complexe. Bien sûr, il y a des limites de la situation économique, ici au Liban ou ailleurs, mais dès lors que les choses peuvent se développer, ce doit être la priorité des priorités. Et pour revenir à la France, je n'ose pas trop vanter ce que nous avons fait avec Mitterrand, un peu de décence. Mais quand même, par comparaison avec des périodes ultérieures, plan de rigueur en 1983, la France est dans la mouille, relativement. La balance des paiements s'écroule. L'inflation est à 2 chiffres, 10-15%. 2 dévaluations. Bref, une crise économique et sociale énorme. Et les autorités de l'époque, les partis du gouvernement, Jacques Delors en particulier, exigent, demandent d'obtenir un plan de rigueur. Avec 2 exceptions que le président de la République lui-même a annoncées à la télévision. La culture, la recherche scientifique. Je n'imagine même pas ça aujourd'hui. On nous dit on va serrer la vis, on va couper des crédits ici ou là. Je n'imagine pas, je ne parle pas de personne, mais un chef d'État apparaître à la télévision, il serait hué peut-être. Parce que il y avait quand même une vision en ce temps-là qu'un développement culturel était un développement de la nation. Hein, une source, je répète, de développement et d'engagement. Et donner sens à notre action commune. Ça fait partie de notre philosophie, si je ne sais pas si je fais bien à cette heure-ci, après ces 3 jours entièrement captés par le Liban et pas par la France. Voilà, disons que j'aimerais que, ici ou là, les dirigeants puissent, en effet, en Europe en particulier, montrer l'exemple que la recherche scientifique, l'éducation, la culture sont des priorités absolues. Et
Et d'ailleurs, c'est cette vision-là qui a amené finalement ce projet du Louvre a aussi été bénéfique économiquement pour la France à travers aussi la création de l'agence France Pro, Muséo Pro. Donc il y a vraiment énormément d'agences qui aujourd'hui économiquement aussi, grâce à tous ces échanges, bénéficient de ces investissements. C'est une industrie économique aussi, donc ça fait partie aussi du développement. Et j'aimerais avoir votre vision également, Monsieur le ministre, parce que vous avez aussi vu l'expansion de Gouena, vous avez été témoin, vous avez travaillé. Donc, est-ce que vous êtes aussi d'accord avec ce que dit M. Lang, que ça fait partie de ce développement? C'est devenu maintenant une priorité pour ces pays-là. Comment vous voyez un peu ce mouvement derrière des autres pays arabes? Vous posez la question parce que vous parlez du peu de soutien du public depuis très longtemps. Même, je pense qu'au moment où vous étiez ministre en 2000 et 2003, le budget a toujours été malheureusement assez réduit pour aider les créateurs et les professionnels de l'art. Et ils font preuve, comme à chaque fois, d'une résilience incroyable. Malgré tout, il y a une frustration dans notre région, pas que dans notre pays, mais dans notre région. Et je pense que c'est en réponse à ça que vous avez créé le Fonds arabe pour la culture. Et le Fonds arabe pour la culture, j'aimerais que vous en parliez, parce que vous parliez de ce modèle, puisque quelque part, c'est un modèle qui a surtout pu donner des bourses aux créateurs de la région, c'est-à-dire artistes plasticiens, cinéastes, et vous avez pu constater, je pense, à travers le Fonds arabe pour la culture, le besoin immense, que ce soit au Liban et même dans la région, pour les créateurs et les artistes. Est-ce que vous pourriez partager justement cette expérience? Et également, vu aujourd'hui, vous l'avez créé en 2007, à l'époque aussi la région était dans un autre état. Aujourd'hui encore, nous sommes dans une autre crise régionale. Comment vous voyez aujourd'hui, voilà, justement, le futur et l'avenir et la réalité de ces fonds pour le soutien des jeunes artistes et des jeunes créateurs? Bon, là aussi, vous me ramenez 20 ans en arrière. Au sortir du gouvernement, la première fois que j'ai commis ce crime, d'être ministre, j'avais été très proche d'une conclusion évidente. C'est que beaucoup de gouvernements de la région n'ont pas les moyens ou la volonté d'aider à la créativité littéraire et artistique. Et pour certains arts, sans l'intervention des autorités, ils peuvent difficilement survivre. Mais j'ai vu aussi autre chose que je dois vous avouer, qui est que d'autres gouvernements avaient les moyens d'aider à la créativité, mais le faisaient sur une base religieuse ou confessionnelle ou partisane, et en tout état de cause, excluaient les marginaux. Or, il se trouve que la proportion de créativité chez les marginaux est presque par définition supérieure à ce qu'elle est chez les autres. Donc il fallait aussi protéger la créativité des marginaux, laissés, voire emprisonnés quelquefois, par les gouvernements. AFAC, donc the Arab Fund for Arts and Culture, a été fondé avec cette double mission. Se substituer aux gouvernements défaillants dans leur aide à la créativité, ou corriger l'esprit partisan de certains gouvernements non démocratiques. Je dois avouer que le succès de ce fonds a dépassé mes attentes. Je le dis en toute modestie. On a commencé avec un budget annuel d'à peu près $500 000 pour une vingtaine de bourses. Et on est aujourd'hui à $5 millions par an pour à peu près 200 bourses. Avec des règles extrêmement strictes dans le choix. C'est-à-dire, les jurés sont anonymes, les présentations sont anonymes, et à l'avance, on accorde à tel et tel secteur le budget qu'on va dépenser chaque année. La danse, 100 000, le théâtre,
300 000, le cinéma tant, etc. Je suis heureux que nos boursiers ont été plus de 10 fois finalistes à Cannes. Plus de 10 fois. Et je suis heureux de dire aussi que nous avons, pour les films documentaires, 4 années de suite, gagné le premier, le second et le troisième prix du Festival du documentaire organisé à Al Jazeera. Donc, c'est la preuve, c'est la preuve que le choix des projets est fait avec discernement et sans aucun esprit partisan. Quelle est ça c'est le côté rose de la chose. Le côté moins rose, c'est que ça demande une activité de tous les jours, de mendicité. Parce que vous devez aller chercher cet argent. Et il y a une très grande faiblesse dans le fonctionnement de ce fonds. Je le dis ouvertement. C'est que l'essentiel des donations nous viennent de l'étranger. Et tous les boursiers viennent de la région. Il y a une espèce de contraste entre le fait que tout l'argent nous vient des fondations européennes, parfois des gouvernements européens, mais tous les bénéficiaires viennent de la région. Un vrai succès ou un succès total de ce fonds, avec lequel je n'ai plus rien à faire, parce que chaque fois que je prends une fonction officielle, je démissionne de toutes mes fonctions non officielles. Ce qui serait un succès total de ce fonds, c'est qu'une partie substantielle des donations viennent de la région. Or, on voit à ce niveau-là la faiblesse de la philanthropie culturelle dans tous ces états. La philanthropie culturelle dans notre partie du monde est confessionnelle, est religieuse, est familiale, est tribale, mais est tout sauf au service du citoyen. Et c'est pourquoi il y a de la philanthropie, et il y a de la philanthropie culturelle, mais elle n'est pas distribuée selon des modes et des critères qui sont les modes et les critères modernes, non discriminatoires, qui doivent être le cas. Près de 15% du budget du fonds vient de la région. Et 100% des bourses sont accordées aux enfants de la région. C'est ce déséquilibre-là que si jamais je reprenais un jour mes fonctions à la tête d'affaires, sera ma principale tâche. Alors justement, vous avez évoqué dans votre réponse le développement de la culture dans notre région. Et je sais que tous les deux, vous avez participé également et vous étiez témoins de ce qui se passe dans les pays du Golfe, que ce soit avec l'arrivée du Louvre à Abu Dhabi, que ce soit avec Guggenheim à Abu Dhabi. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un phénomène, on va dire, on constate qu'au moment où les pays du Golfe sont en pleine expansion, ils investissent énormément dans la culture. Alors, est-ce que ça fait partie d'une vision politique ou est-ce que ça fait partie aussi pour gagner un peu de terrain sur la culture, alors qu'effectivement, notre région, au Levant, souffre énormément d'un manque de moyens. Vous avez été tous les deux témoins de ces grands projets, sinon aussi également en première ligne. Si vous pouvez chacun nous raconter votre expérience et comment vous expliquez ce phénomène, que ce soit à partir du Golfe ou à partir même de ces partenariats qui ont été créés. Monsieur Lang. On ne peut pas reprocher. Et 2 fois ministre de la Culture en France. Votre carrière est marquée aussi par de nombreux accomplissements remarquables. Vous étiez ministre de la Culture entre 1981 et 1986, de 1988 à 1993, et en 1987, vous avez fondé l'Institut du monde arabe, avec l'aide et le partenariat de 22 pays arabes. Durant vos mandats au ministère de la Culture, vous avez initié des grands projets
toujours en ayant comme axe l'élargissement de la notion de culture au-delà des arts classiques. Vous avez œuvré pour la démocratie culturelle et comme la dernière fois on avait discuté, vous avez aussi voulu et pu négocier une montée du budget du ministère de la Culture dès votre arrivée en 81. Parmi les différents projets que vous avez mis en place, c'est le lancement de la Fête de la musique en 1982, la Journée nationale du patrimoine. La décentralisation était importante durant votre mandat, donc c'était la création du Fonds régionaux d'art contemporain. Et pour ceux qui connaissent, en France, c'est des fonds qui ont aujourd'hui beaucoup d'importance pour le soutien de la création contemporaine. Et vous vous êtes intéressé aussi au développement des classes culturelles dans les écoles. Donc merci aussi d'être là et encore merci d'avoir été un des partenaires du musée Sursaut. Alors ce soir, nous sommes réunis pour réfléchir à la place de la culture dans un monde en crise, une crise économique, politique et, on pourrait dire, existentielle qui touche les sociétés à tous les niveaux. À l'échelle mondiale, les institutions culturelles redéfinissent leur rôle face à l'incertitude. À l'échelle régionale, nous observons des contrastes profonds, l'expansion spectaculaire dans les pays du Golfe, la fragilité extrême au Levant. Et ici, au Liban, malgré tout, la culture continue d'exister, mais avec une force de résilience remarquable. Donc c'est dans cet esprit-là que nous aimerions engager cette conversation. J'ai préparé quelques questions et j'aimerais par la suite ouvrir au public pour que nous ayons un dialogue sur ce sujet. Donc ma première question, Monsieur le Ministre, nous sommes aujourd'hui, vous avez pris vos fonctions en rentrant dans le pays en pleine crise, en sortie de guerre. Cela fait quelques mois que vous êtes à la tête du ministère. Comment voyez-vous aujourd'hui, dans le contexte de la réalité libanaise, l'État peut-il encore jouer un rôle dans la protection et la promotion de la culture? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis toujours heureux d'être. On n'entend rien. Peut-être vous pouvez tenir le micro, peut-être. Ça va mieux. Voilà. Je vous remercie de m'avoir invité. Et je suis toujours heureux d'être en compagnie de mon vieil ami, jeune d'esprit, mais une longue amitié, Jacques François. Écoutez, il y a, pour faire très bref, deux grandes fonctions de ministre de la Culture dans ce pays. Je ne dis pas partout, mais dans ce pays. Le premier relève du patrimoine. Dès le jour que vous êtes nommé ministre de la Culture, vous devenez subitement le plus grand propriétaire terrien au Liban. Et pas uniquement de plaine et de montagne, mais les plus beaux sites du pays, Baalbek, Byblos, Tyr, etc., tombent dans votre escarcelle. Et puisqu'il s'agit d'une conférence sur les temps de crise, nous sommes en temps de crise. Et cette crise a affecté de différentes manières ce patrimoine. Donc, dans votre première fonction, parce que vous êtes comme Janus, vous avez deux visages différents, comme en charge de ce patrimoine, votre première tâche est d'abord de le protéger. Ensuite, s'il a été frappé, de le restaurer. Ensuite, s'il a été volé, d'aller retrouver ce qui a été volé et de le ramener. Ensuite, de le promouvoir à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est tout un travail qui vous met en contact avec toutes sortes de gens. Mais ce qui fait le ministère de la Culture un ministère régalien, en ce sens qu'il est représentant de la souveraineté de l'État sur les plus beaux morceaux de ce territoire. Or, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des violations de ce patrimoine un peu partout dans le pays. C'est pourquoi je suis en train d'ester en justice ou de défendre, au nom de ce patrimoine, des violations
Il y a une règle qui consiste, par exemple, à ce qu'on ne construise pas à moins de 200 mètres des cèdres du Liban. Il y avait un projet de construction en 70 mètres. Donc je suis allé devant le juge, j'ai arrêté cela. Il y a une zone protégée à Tyr. Il y a une zone protégée à Tyr qui est extrêmement prometteuse en termes archéologiques. Je suis arrivé où j'ai trouvé un prédécesseur avait autorisé la construction de 132 boutiques sur ce terrain, ainsi qu'un hôtel et même des résidences. J'ai arrêté cela. J'ai trouvé aussi qu'un projet absolument dingue était de créer une espèce de Disneyland dans la vallée sainte de la Kadisha. J'ai dû arrêter cela. Donc, vous passez votre temps. Je ne donne que des exemples, mais partout dans le pays. Pour vous donner un exemple, un seul exemple, un tout petit casa du Liban, la Beka Ouest, il y a 900 sites archéologiques là-bas. Imaginez 900 sites dans un seul casa. Sur l'ensemble du pays, il y en a 5000 ou 6000. Il n'y a pas que les Baalbek et les Byblos. Il y a aussi des petits sites qu'on découvre ou qu'on pense devoir découvrir. Donc, ce que vous ne voyez pas, ni dans la presse, ni en me voyant à droite et à gauche, c'est que je suis souvent devant le juge, souvent avec mes avocats, et souvent en train d'appeler les gendarmes en toute dernière minute pour sauver un site. À Kfar Abida, il y a 3 semaines, pendant que je passais mon après-midi en famille, on me téléphone pour me dire que quelqu'un a amené un bulldozer et a rasé entièrement 7 années de recherche archéologique par l'université américaine. Il a fallu que j'aille chercher les gendarmes de Batroun pour arrêter ce massacre à Kfar Abida. Ce travail-là est un travail épuisant, mais un travail absolument nécessaire. Il est rendu d'autant plus nécessaire que les années de crise ont fait que mes prédécesseurs ou n'ont pas eu le temps, ou l'envie, ou les moyens, je ne veux pas juger sur les intentions, de faire ce travail de défense, qui est un travail, si vous ne le faites pas, vous êtes traître à votre tâche. Et donc, cela occupe une bonne partie de mon temps et une bonne partie de l'activité du ministère, et notamment de la Direction générale des antiquités. Mais il faut aussi réparer. Et en temps de crise, il arrive des choses à ces sites. Par exemple, la toute première visite que j'ai faite après avoir été nommé, c'était d'aller dans l'extrême sud, à Tyr, et surtout dans le site archéologique extrêmement précieux de Shama, qui est à 20 km de Tyr, qui a été entièrement détruit pendant la dernière guerre il y a 1 an. Donc, on a examiné les dégâts, on a commencé à réfléchir à quoi faire quand la guerre s'arrête pour le reconstruire. On a fait ce qui est nécessaire à Tyr où les dégâts étaient limités. Et puis on a fait la même chose à Baalbek, où il y a aussi des dégâts, pas importants, mais tout de même à l'intérieur de la citadelle. Plus important, il y a le souk historique de Nabatéa, où nous avons fait un relevé extrêmement détaillé des différentes destructions qui ont eu lieu là-bas, pour le jour aussi où on pourra reconstruire. Donc, dans la première tâche, vous devez protéger, vous devez restaurer, vous devez aussi promouvoir. Et cette promotion, je vais vous en donner un exemple qui me tient bien à cœur et dans lequel Jacques Lang est personnellement associé. À la mi-mars prochain, les grandes découvertes que nous avons faites à Byblos, 475 pièces d'une rareté particulière, vont faire un grand événement à l'Institut du monde arabe à Paris pour promouvoir Byblos et le Liban.